Bonjour à tous, ici Jérôme Rimera, kinésithérapeute, fondateur et directeur de Physiosport et Performance, organisme de formation, et bienvenue dans notre série Une étude, où nous essayons de mettre en avant un papier scientifique. Donc aujourd'hui nous allons commencer avec cette étude réalisée par un ami de la maison, Igor Sancho, qui vous salue bien, donc qui a voulu faire une étude. Alors tout de suite, je vous préviens, c'est une étude de faisabilité, donc avec les limites que ça peut avoir, mais j'ai trouvé intéressante, car ce qu'il a voulu faire, c'était proposer un programme bien défini sur la pliométrie pour les patients atteints de tendinopathie achilléenne. De quoi parle-t-on ? L'incidence et la prévalence des tendinopathies achilléennes avoisinent les 10% chez les coureurs, donc ce n'est pas négligeable, et on sait que malgré la résolution des symptômes, il persiste souvent des déficits de la force explosive et donc de la pliométrie sur le cycle, ce qu'on appelle le cycle d'allongement-raccourcissement, donc qui est cette capacité à stocker puis libérer de l'énergie par l'unité musculo-tendineuse. Alors, qu'est-ce qu'a voulu faire Igor, qu'est-ce qu'ont voulu faire Igor et ses co-auteurs? C'était faire qu'ils ont proposé une étude de faisabilité à cohorte unique, donc avec des objectifs primaires qui sont propres à une étude de faisabilité, c'était de voir la capacité qu'ils avaient à recruter des participants, l'observance des participants sur le programme, ils ont évalué les effets secondaires, etc. Mais c'est pas tellement ça que je voulais mettre en avant, c'est plutôt ce qu'ils ont regardé sur les objectifs secondaires, donc c'est-à-dire à quel point les patients se sont améliorés sur différents scores. Alors ils ont regardé beaucoup de choses, ils ont regardé des scores fonctionnels, des scores propres aux tendinopathies achilléennes, comme le score, le VISA, un score qui est très utilisé actuellement, c'est le VISA A. Ils ont regardé aussi au niveau de ce qui se passait au niveau de la kinésiophobie avec par exemple l'échelle de Tampa. Ils ont regardé un questionnaire aussi qui est propre aux croyances sur les tendinopathies achilléennes, et ils ont regardé plein de tests physiques sur la force et comme je disais sur les capacités de force réactive et de pliométrie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont proposé concrètement comme programme? Parce que c'est ce qui va nous intéresser, et effectivement, c'est le but avec ce papier et peut-être l'étude qui en découlera d'Igor, c'était de proposer un programme bien réfléchi que les kinésithérapeutes pourront proposer à leurs patients coureurs atteints de tendinopathie achilléenne de la portion moyenne du tendon. Donc sur l'intervention, ils ont voulu proposer un package d'éducation, plus d'exercices. Alors, qu'est-ce qu'était le contenu de la partie éducation? C'est simplement d'informer le patient sur la pathologie, les facteurs de risque, le pronostic. Aussi, ils ont essayé d'évaluer les croyances que pouvaient avoir les patients vis-à-vis de cette pathologie. Ils leur ont expliqué le concept de tolérance à la charge et aussi de progression et de régression des exercices en fonction de la douleur. Donc, ils autorisaient une douleur jusqu'à 3 sur 10 sur le VA pendant les exercices, et même il était accepté qu'il y ait un peu de douleur après l'exercice et voire le lendemain. Mais par contre, il devait avoir une récupération. La douleur devait être revenue au niveau pré-exercice dans les 24 heures. Sur la progression aussi de la progression de la charge et du volume de course à pied, à partir du moment où il pouvait reprendre la course à pied, il y avait un conseil de ne pas augmenter de plus de 10% par semaine le volume de course à pied, et aussi d'éviter toutes les activités explosives. Donc ensuite, donc là, on a ils leur ont donné cette échelle de tolérance à la charge. Et ensuite, voici donc le programme qui leur a été proposé. Alors, c'était un programme écrit avec 4 niveaux. Donc, en fonction de ses symptômes, chaque patient et de ses symptômes et de ses capacités, chaque patient pouvait commencer à un niveau différent. Et il se trouve qu'il y a un tableau qui est récapitulatif à la fin du papier qui montre donc à quel niveau ont commencé chaque patient. Finalement, il y a pas mal de patients qui ont commencé au niveau 3 ou 4 ce programme d'exercice. Bref, pour en revenir à notre programme d'exercice, au niveau 1, on voit que si on avait des patients qui avaient des douleurs supérieures à 3 sur 10 de manière générale, et globalement on leur proposait des exercices isométriques, donc c'est des exercices assis
de pointe de pied mais en position assise pour, on va dire, plus cibler le muscle solaire. Donc ça c'était à réaliser tous les jours, 3 fois par jour, 5 fois 45 secondes avec un poids égal au poids du corps ou au moins 80% du poids du corps. Donc on voit que pour chaque niveau, il y avait cette composante isométrique. Ensuite, à partir du niveau 2, étaient introduits des exercices isotoniques à réaliser 3 fois par semaine, donc qui étaient composés d'exercices de pointe de pied debout, donc là on a un exemple de 2 fois 25, assis, des pointes de pied assis, pareil, 3 séries de 8 à 80% de la 6 RM, et différents exercices de force, de l'abduction de hanche et de l'extension de hanche. Niveau 3, on introduisait donc ce fameux programme de saut. Alors en quoi il consiste? La première introduction des sauts se fait par des sauts sur 2 jambes, donc double leg, d'où le DL, donc à réaliser 3 fois par semaine. Ce qui était proposé aux patients, c'était réaliser là 3 fois 60 sauts sur place. Une fois que ces 3 fois 60 sauts étaient faits, alors avec 30 secondes de pause à chaque fois, mais une fois que ce bloc de 3 x 60 était fait, il y avait 2 à 3 minutes de pause. Ensuite, on passait sur 3 x 30 sauts avec les genoux raides. Pareil, avec 30 secondes de pause à chaque fois, puis une fois que le bloc est terminé, une grosse pause de 2 à 3 minutes. Ensuite, 3 fois 5 sauts d'avant en arrière, avec à chaque fois toujours pareil, on est sur 30 secondes de pause. Et ensuite, 3 fois 5 sauts sur un step. Donc ça, c'était recommandé à faire 3 fois par semaine. Pour le niveau 4, donc qui était atteint une fois que le patient pouvait faire 10 sauts sur une jambe avec des douleurs acceptables. Donc on ajoutait les sauts sur 2 jambes se transformaient en petits sauts sur une jambe. Alors il y avait un échauffement de 3 fois 60 sauts sur 2 jambes, et ensuite on passait sur une jambe avec 3 fois 30 sauts, toujours sur le même principe, avec 30 secondes de pause entre les séries de 30, puis une pause beaucoup plus conséquente de 2 à 3 minutes. Ensuite 3 fois 15 sauts sur une jambe avec le genou raide, 3 fois 5 d'avant en arrière, 3 fois 10 sur un step, et à ce niveau 4, la course à pied pouvait être réintroduite à raison de 2 fois par semaine. Vous avez vu que sur les single leg hop, on est à 1 fois par semaine simplement. Il faut savoir que ce qui a été démontré par le passé, c'est que si les gens qui avaient des tendinopathies achilléennes étaient remis sur un programme de pliométrie, mais que le programme n'était pas fait de façon progressive, pas bien adapté, ça pouvait réaugmenter les symptômes. Donc il faut garder ça en tête et y aller vraiment de façon progressive, encore une fois, sur ce modèle de la tolérance à la charge qu'on a expliqué un petit peu avant. Donc là, à ce niveau 4, la course à pied était réintroduite, avec un échauffement qui consistait en 3 séries de 20 sauts sur 2 jambes, plus 10 sauts sur une jambe. Ensuite, le programme de course en fait était plutôt individualisé en fonction de chaque coureur, de leur niveau avant la blessure, de leur historique et de la condition dans laquelle ils étaient actuellement. Il leur a été donné la consigne d'avoir une cadence de course relativement élevée, mais à une vitesse facile, c'est-à-dire on peut parler, etc. Et d'augmenter le volume, de faire attention d'augmenter le volume que de 10% maximum par semaine. Donc vous voyez qu'on a un programme qui est plutôt bien conçu dans l'idée. On pourra discuter de quelques éléments après. Mais effectivement, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de guide clinique. C'était, alors je dirais pas au pif, bien sûr, parce qu'on a tous notre expérience qui nous permet de progresser correctement. Mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir un programme clair sur la progression de la pliométrie. Donc, juste une petite image d'Igor en train de réaliser son seated erase. Donc, vous voyez l'installation qu'on peut avoir. Alors après, on peut le faire de façon plus simple. Alors peut-être du coup, ça va être difficile de mettre le poids du corps, mais en position comme si vous faisiez la chaise contre le mur. Vous transférez le poids sur une jambe et vous mettez sur la pointe du pied, en faisant attention de garder le dos bien collé contre le mur. Et on peut tout à fait faire de l'isométrique de cette manière-là. Après, on peut trouver plein de moyens de se rajouter du poids sur la jambe, mais au moins on peut commencer comme ça si on ne dispose pas comme sur la photo de Smith Machine. Donc,
Ce programme a été introduit. Quels ont été chez les coureurs, quels ont été finalement les résultats de ce programme? Alors, il a été demandé aux patients, donc quels sont les bons points à la fin du protocole. Il a été demandé aux patients quels ont été les bons points et on va dire les mauvais points du programme et de la rééducation qu'ils ont eu. Alors c'était un programme qui était fait sur 12 semaines. Il y avait des mesures qui ont été prises bien sûr au début, ensuite à 4 semaines, puis à 12 semaines. Igor contactait les patients tous les 2 jours à peu près pour s'assurer d'un suivi des patients. Donc au total, il y a 13 patients qui ont pu être suivis jusqu'au bout, avec quelques patients qui ont manqué 1-2 semaines parce qu'ils ont été malades ou autres. Donc la problématique qui a été relevée pour le patient, on voyait que le programme quand même demandait pas mal d'exercices et effectivement l'accès avec notamment pas mal de poids. Et effectivement, le problème, c'est l'accès à la salle de sport et le temps qu'il y a à consacrer au programme. Ça s'est ressenti un petit peu sur l'observance et la fidélité. Alors finalement, l'observance et la fidélité, on va dire, relativement correcte sur tout ce qui est les exercices, et sur les exercices de charge. Et pour ce qui est du programme de hopping, il y a une très forte observance. Alors ça c'est intéressant, mais parce que finalement c'est aussi probablement plus facile à faire, hein, on n'a pas besoin de poids, etc. Par contre la fidélité au programme donné a été très faible. Donc ça c'est un point à noter. Donc ce qu'il y a eu, c'est une amélioration significative du score VISA A et globalement de pas mal de choses, j'en ai relevé certaines. Alors l'amélioration est intéressante, elle est de 24 points sur le VISA A, sachant qu'une revue systématique récente relevait des scores similaires. Bien sûr là, il y a un manque de puissance évident de cette étude, mais c'est une étude de faisabilité. Par contre, on peut voir quand même que l'écart type est très élevé, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grosse variabilité, ce qui est moins retrouvé dans les résultats de la revue systématique de Murphy, mais ça peut s'expliquer peut-être par justement le manque de puissance et le manque de participants de l'étude. On avait une amélioration significative de la force, ça on pouvait s'y attendre, et par contre ce qui est intéressant c'est qu'on avait vraiment une amélioration significative sur les différentes capacités de hop, notamment la raideur de la jambe. Hein. Comment on regarde l'amélioration sur du hopping, c'est-à-dire c'est qu'on diminue le temps de contact au sol et qu'on augmente le temps en l'air globalement. Donc effectivement, ils ont regardé la douleur sur le hop, le nombre de hops qu'on peut faire jusqu'à la fatigue, donc comme je vous disais, la raideur du membre inférieur, et tous ces paramètres-là ont pu être évalués et ont montré une amélioration significative. Donc que pouvons-nous conclure de ce papier, de cette étude de faisabilité? C'est que globalement, il est tout à fait possible d'introduire un programme progressif de pliométrie et de potentiellement avoir une amélioration significative des capacités du cycle d'allongement, raccourcissement, et donc de l'unité, du fonctionnement de l'unité musculo-tendineuse sur ce cycle-là. Par contre, un des éléments soulevés dans cette étude de faisabilité et qui sera à prendre en compte s'ils veulent faire un essai clinique randomisé plus tard, c'est sur l'observance et la fidélité à la prescription et aux conseils donnés. Parce que en fait, il y a 3 patients qui ont eu des effets secondaires, à savoir une lésion myoaponévrotrique du gastrocnémien médial, mais en faisant pas lié au programme, mais plutôt en faisant des activités qui avaient été déconseillées, hein, des activités, comme on dit, des activités explosives. Et en faisant ces activités, ils n'ont pas suivi les conseils et ils se sont fait mal là-dessus. On peut évoquer aussi peut-être le programme, hein, et peut-être est-ce qu'il y avait une fatigue du fait du programme. Si on revient un petit peu en arrière, hein, vous voyez que le programme est assez important, il y a des exercices tous les jours, donc peut-être qu'aussi à un certain stade, il y a des choses qu'on pourrait enlever, hein. Par exemple l'isométrique est peut-être pas forcément utile au stade 3 et 4, mais tout ça c'est discutable, c'est à réfléchir, mais en tout cas, voilà en tout cas ce qu'ils ont observé sur cette cohorte de 13 patients. Évidemment, tous ces résultats doivent être validés par un essai clinique contrôlé et randomisé, et on attend avec impatience que cet essai puisse être conduit et d'en voir les résultats. Vous pouvez
évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Igor et lui poser toutes les questions que vous voulez sur les réseaux sociaux. Vous avez son Twitter ici. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de Physiosport et Performance, sur notre site internet. Si vous êtes intéressé par les tendinopathies, nous avons 2 formations avec des formateurs internationaux et reconnus dans leur domaine. Donc il y a une formation tendinopathie membrin avec Seth O'Neill, donc c'est une formation qui est plutôt centrée sur les tendinopathies achilléennes justement, puisque c'est son domaine de prédilection. Et notamment, il s'est beaucoup intéressé au rôle du solaire dans les tendinopathies achilléennes. Et on a aussi la formation du professeur Peter Malliaras, là qui est une formation sur aussi les membres inférieurs, mais qui est composée de 5 heures en vidéo et ensuite de 7 heures en présentiel. La formation de Seth O'Neill, elle contient 7 heures de présentiel uniquement. Donc c'est 2 formations qui sont un petit peu différentes, qui peuvent être complémentaires. Et qui, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir leur contenu sur notre site internet. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en bas, à vous abonner à la chaîne. On essaiera de vous proposer ce genre de contenu de façon régulière. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.